Allô? Oui, oui, bon. Donc, voilà donc le séminaire que je vous propose. Donc, voilà le plan propose d'abord donc évoquer les travaux, parce que c'est ça l'origine, les travaux d'Albert Michelson avec deux dates fondamentales, l'expérience qu'on appelle dite de Michelson-Morley, et puis après ses premiers travaux justement en spectroscopie interférentielle. Mais la spectro de Fourier démarrera véritablement que dans les années 50, d'où évoquer le temps des pionniers, puis les principales étapes suivantes. Alors pour l'application astronomique, ce qui était le problème, c'est le problème de la correction de la turbulence atmosphérique. Et alors il y a eu développement justement à partir des années 70, et donc je illustrerai avec quelques spectres, donc je fais une sélection nécessairement arbitraire, mais quelques spectres qui ont fait date. Et puis un déclin à partir des années à peu près 95, donc introduisant ce qu'on appelle un désavantage multiplex, mais un autre forme de développement, le imageur, justement en associant en imageur donc le FTS imageur, donc dont je ferai un prototype appelé Baire. Puis en conclusion, quelques niches actuelles, justement très en cours, utilisant cet instrument. Donc, très rapidement, les débuts de la spectroscopie, et là vous avez véritablement ce qu'on peut considérer comme le premier vraiment spectre. Donc c'est un dessin du spectre solaire, et on reconnaît qu'on utilise d'ailleurs toujours, quand on parle des raies D, par exemple, pour le sodium, donc ça remonte au temps de Fraunhofer. Donc à partir de ce spectre, justement, où il dessine, justement, parce qu'il voit à l'oculaire, donc où il dessine le spectre solaire. Donc c'est véritablement. Donc c'est avec le prisme, c'est vraiment le spectroscope, prisme. Mais les réseaux vont apparaître vers la fin du XIXe siècle, parce qu'ils ont un pouvoir de résolution plus élevé. Et même ce qui va être, alors justement, au lieu d'avoir à dessiner comme ça le spectre, eh bien, on a introduit la plaque photographique. Donc, c'est véritablement l'avènement de ce qui existe toujours, le spectrographe à réseau. Mais alors, donc, en cette fin du XIXe siècle, on a aussi découvert les interférences. Et donc, apparaît une nouvelle méthode de spectroscopie, donc, pour appeler une spectroscopie autrement, puisqu'il n'est plus dispersive. Donc la méthode interférentielle de Michelson, avec comme préalable cette expérience dite de Michelson-Morley. Alors quel est le contexte de cette expérience? C'est en fait les débats sur la nature de la lumière, entre les tenants de la théorie corpusculaire de Newton et puis les partisans de la théorie ondulatoire qui remonte à Fresnel. Et alors c'est une théorie qui s'appuie, la théorie ondulatoire, sur l'hypothèse d'un support matériel qui est appelé l'éther luminifère, ou éther, tout simplement, qui remplit tout l'univers parce qu'on fait l'analogie avec les ondes sonores qui ont besoin d'un support matériel. On a fait les expériences dans le vide que le son ne se propage pas. Et donc, ça entraîne une discussion sur un possible entraînement de l'éther, parce que Doppler, justement, il a sur le son, on parle de l'effet Doppler, mais en fait, c'est sur le son qu'il a fait la mesure, justement, d'un changement de fréquence du son avec le mouvement d'une source, et puis Fizeau frappe pour la lumière. Et alors, d'où l'hypothèse de Fresnel, justement, c'est si on suppose que l'éther est entraîné en totalité avec le corps, la vitesse de la lumière dans ce corps sera augmentée de toute la vitesse du corps, le rayon étant dirigé dans le sens du mouvement. Mais si l'éther est supposé libre, la vitesse de la lumière ne sera nullement altérée. Et si bien que Fizeau va faire une première expérience justement interférométrique. Là, c'est le schéma d'un interféromètre, puisque la lumière solaire ici est partagée, donc c'est l'onde qui est partagée en deux spatialement. Donc il fait un trajet ici, un trajet là, mais en passant dans un courant d'eau,
où l'eau va dans un sens, justement, et puis dans l'autre. Donc, en se recombinant, donc s'il y a cet entraînement, eh bien, les franges doivent, par rapport, si l'eau est immobile et l'eau est en mouvement, il doit y avoir un déplacement des franges. Et il n'observe pas de déplacement. Alors c'est là que va intervenir Michelson. Donc Michelson, brièvement, donc il est né en Pologne, c'était à ce moment-là la Prusse, ses parents immigrent aux États-Unis, et il entre dans la marine très jeune, et il va obtenir plus tard un poste d'instructeur en optique. Il est très intéressé par l'optique, et il va à l'académie près de Washington, l'académie navale, où il y a toujours le Nautical Almanac qui est publié. Et alors, là, il va s'intéresser justement à la mesure de la vitesse de la lumière, puisque Foucault, eh bien, en 1862, a fait l'expérience qui est célèbre avec le miroir tournant. Et donc, Michelson va reprendre cette mesure là-bas, justement, près de Washington. Mais alors que l'expérience de Foucault, ça se passe sur une table et ça fait un trajet lumineux à peu près de 20 mètres par différents miroirs, eh bien, Michelson refait l'expérience, mais sur un trajet lumineux qui va être beaucoup plus long, donc, puisque ça fait 605 mètres par rapport à 20 mètres, et il obtient une valeur meilleure que celle de Foucault, qui s'écarte par rapport à la valeur maintenant connue de à peu près 120 km par seconde. Mais alors, lui, ce qu'il fait aussi, l'analyse, justement, que la vitesse de la lumière qui est mesurée sur Terre, eh bien, elle doit, suivant s'il y a cette hypothèse dans l'entraînement de l'éther, elle doit dépendre de la direction de propagation par rapport à celle du déplacement de la Terre dans l'éther, qui est considéré le milieu de référence, et mesure différence de vitesse dans la direction du déplacement et dans une direction perpendiculaire, eh bien, ça apporterait la preuve de l'existence de l'éther. Et donc pour ça, donc, il reprend l'idée de Fizeau d'une mesure interférométrique et il va concevoir un interféromètre spécialement pour faire cette démonstration. Donc un interféromètre à deux ondes, mais à deux bras perpendiculaires. Donc voilà le schéma classique de l'interféromètre de Michelson, donc avec une séparatrice et donc deux bras perpendiculaires, des miroirs plans, donc qui recombinent ici. Et donc si on éclaire avec une source étendue, voilà ce que l'on voit justement ici, donc au foyer de l'oculaire. Et alors là, il faut bien se rendre compte, justement, donc la sensibilité, ça, puisque anneau sombre, enfin le centre sombre, par exemple, ici, eh bien, il va devenir brillant pour un déplacement donc lambda sur 2, ce qui veut dire seulement un déplacement d'un miroir. Donc, par exemple, si on est dans le visible 0,5 microns, ça veut dire pour 125, donc lambda sur 2, c'est 0,25 microns, donc 0,12 simplement de déplacement du miroir pour faire changer du sombre au brillant. Et ce qu'on appelle une frange, c'est le passage, bien sûr, par exemple, d'un centre sombre à un centre sombre suivant. Alors, il construit cet interféromètre, en fait, pendant un séjour à Berlin. Il est chez Helmholtz. Il va rester 2 ans, puis il va venir aussi d'ailleurs en France. Et il complète sa formation. Mais alors, il va en fait installer son interféromètre, parce que vous voyez bien la sensibilité que ça a. C'est extrêmement sensible aux vibrations. Et donc, il va l'installer, comme il dit, loin de la ville, du trafic de la ville, donc à l'observatoire de Potsdam. Et là, donc, il le met sur une table tournante. Et alors, l'idée, donc justement, l'expérience, donc l'interféromètre est réglé. Alors nous, en jargon d'interférométrie, on dit à la teinte plate, puisque ça veut dire que à ce moment-là, quand les bras sont égaux, eh bien ici, donc l'anneau devienne infini, donc on a une teinte uniforme. Et donc, un bras de l'interféromètre est orienté suivant le mouvement orbital de la Terre, et puis le bras est donc dans une direction perpendiculaire, et puis sans changer le réglage, comme sur une table tournante, on fait tourner de 90 degrés, et donc entre les deux
deux mesures, donc on doit voir un déplacement, un changement d'éclat, justement ici, qui signifierait donc un changement donc qui serait significatif, la différence de marche étant constante, eh bien significatif d'un changement de vitesse. Bon. Et alors, en fait, il fait cette expérience et l'état d'interférence ne change pas. Alors, si bien qu'il va refaire cette expérience, parce que justement, il conclut à l'échec de son expérience, et donc il va la refaire en 1887, à l'aide cette fois là d'un physicien appelé Morley, et donc là, il prend un interféromètre qui est avec des bras de 11 mètres de long, en fait. Bon, c'est-à-dire par des replis miroirs, il fait, justement, ça fait l'équivalent de 11 mètres, pour une plus grande sensibilité, puis il va monter son interféromètre, justement, là qu'on voit la table, là ici, sur un bain de mercure, parce que comme ça, il n'y a pas de frottement, non, donc pas de vibration qui risque de dérégler. Bon. Et il répète l'expérience plusieurs fois, et puis c'est le même résultat nul. Bon. Donc ça remet fondamentalement en question l'hypothèse de l'éther. Alors ça donne deux publications, une juste avant, bon, et puis celle-ci, dans cette revue qui existe toujours, du Philosophical Magazine. J'ai pu aller voir que ça a été créé juste en 1798, quelque chose comme ça. Et alors quand on parcourt ça, maintenant c'est en ligne, on trouve les noms de Kelvin, de Rayleigh, de Helmholtz, enfin c'est vraiment les grands noms de la physique du 19e siècle, c'est assez passionnant. Et alors, ce qui est un petit détail historique, là, donc Michelson, lui, va laisser tomber, il a quelque sorte, mais en fait, il y aura encore des gens pour refaire cette expérience avec des interféromètres encore plus grands et il y a des comptes rendus d'une conférence justement sur l'expérience Michelson-Morley, justement, à Pasadena en février 1927, alors que la relativité restreinte a été publiée, enfin bon, donc l'affaire attendue, mais bon, il y a quand même, bon, c'est juste une note historique en passant. Alors maintenant, là, ce que continue Michelson avec son interféromètre, c'est qu'il va justement entrevoir les possibilités de spectroscopie avec cet interféromètre. Alors, donc voilà le montage qu'il a fait. J'ai été reprendre dans une de ses publications, justement. Donc, avec un monochromateur, donc à prisme, bien sûr, c'est ce qui est le plus utilisé, mais il va adapter justement à un des bras une vis justement pour le déplacement. Et donc, avec ça, il peut contrôler véritablement le déplacement et donc la différence de marche. Et donc, à l'œil, bien évidemment, avec l'oculaire, eh bien, compter les franges qui défilent. Et alors, avec ce dispositif, il va faire les mesures suivantes. Première mesure qu'il fait, eh bien, justement, c'est la mesure d'une longueur d'onde, une longueur d'onde isolée, hein, puisque le signal qui sort, en fait, c'est cette fonction-là. Donc, compter les lambda, donc sur une longueur connue, eh bien, donc, simplement, la longueur d'onde, c'est le rapport du nombre de franges comptées sur la longueur du déplacement. Puis il va faire donc du coup une autre type de mesure, c'est qu'il va s'apercevoir que les franges qu'il voit défiler à l'œil, eh bien qu'elles peuvent passer par un maximum, passer par 0 et puis réaugmenter. Et donc il comprend que là ça veut dire que eh bien l'arrêt en fait qui semble simple est double. Donc on a un battement, les franges, et donc par exemple il mesure la séparation de l'arrêt jaune, l'arrêt D, justement, du sodium, donc en deux composantes, et il mesure ce déplacement qui n'avait jamais été mesuré avant. Et puis, il fait une troisième, donc il dit, par exemple, les lignes qui apparaissent simples, justement, elles peuvent être des doublés ou des triplets, justement. Et alors, il fait une autre analyse, c'est qu'il s'aperçoit, quand il augmente la différence de marche, eh bien, il voit que le contraste des franges, en fait, progressivement diminue. Et il donne ça comme nom, le nom de courbe de visibilité, qui est une notion qui est d'ailleurs toujours en vigueur. Et donc voilà les trois types de mesures qu'il fait. Et alors, si bien qu'il va publier
en 1892, donc ça c'est vraiment l'article fondateur de la spectroscopie avec l'interféromètre, donc où il va, justement, dans lequel, parce qu'il a, sur les mesures qu'il a fait sur l'hydrogène, l'oxygène, le sodium, le zinc, le cadmium, le mercure, tellure, donc les raies principales de ces sources. Et puis aussi, donc il donne, justement, donc s'ils sont simples, ou par exemple c'est l'exemple du sodium, et puis cette mesure de visibilité là, quelle distance, eh bien, le contraste devient nul. Alors, il donne ces définitions de la visibilité, donc c'est le classique, hein, Imax moins Imin sur Imax plus Imin. Et alors, ça donne, par exemple, pour des franges, donc justement cet aspect-là, donc si on a visibilité 1, contraste maximum, moitié, puis ici on a ici 0,1. Et il fera une première application de ces mesures interférométriques qu'il a fait, qui est historiquement intéressante, puisque c'est la première idée, effectivement, puisque comme vous savez, le mètre est basé maintenant sur la définition de la longueur d'onde, alors qu'il a été, depuis la Révolution, basé sur les talons déposés à Sèvres. Et donc, il fait une mesure, justement, de l'étalon de Sèvres, justement, avec la raie rouge du cadmium. Justement. Alors, maintenant, une autre étape importante, justement, donc après cette publication que fait Michelson, eh bien, il y a donc Laure Rayleigh, qui découvre ça, eh bien, il écrit cette lettre qui est publiée dans le Philosophical Magazine, justement, donc avec ce titre sur Interference Band of Approximately Homogeneous Light, bon, ce qui veut dire une lumière presque monochromatique. Et alors, dans cette lettre, c'est lui qui donne la signification théorique de cette courbe de visibilité, que lui, Michelson, avait fait seulement que l'observer. Bon. Et donc, que c'est un signal donc, qui multiplie le signal des franges, bon, et donc il applique le théorème de Fourier qui existe, hein, et donc justement il y a une relation, donc cette courbe de visibilité, justement, elle est liée au profil de l'arrêt, qui a une relation donc de transformation de Fourier entre le profil de l'arrêt et puis cette courbe de visibilité observée. Et donc, par exemple, donc pour l'exemple, si on éclaire avec un laser, justement, eh bien, le contraste des franges, l'arrêt est quasiment extrêmement fine, donc la courbe de visibilité et les franges, on peut les observer sur de très 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 grande longueur, bon, mais au contraire, une raie large, plus elle est large, bon, plus la contraste va baisser vite. Alors, donc, il faut venir à Fourier. Donc, bien sûr, Fourier, c'est l'auteur donc, de séries, et puis, après, avec son nom, la transformation, Fourier. Donc ça, vous connaissez, bien sûr, série de Fourier d'une fonction périodique, bon, donc, avec le spectre qui permet d'obtenir. Et alors, donc plus tard, donc lui, c'est la série de Fourier, donc plus tard, on introduit, en généralisant la transformation de Fourier, donc qui est généralisée à une fonction non périodique, donc la décomposition en fonction trigonométrique, donc on remplace maintenant le signe seul par un signe intégral. Et alors, si on a une fonction de fréquence, B de nu, eh bien ça transforme d'une fonction temporelle, sûr, et puis il y a la transformation inverse qui existe. Alors, là, bon, maintenant on va quitter, mais avant de quitter Michelson pour son lien sur la spectroscopie, je suis quand même un peu, parce que c'est quand même un personnage, je trouve, pour l'histoire de la physique important, et donc balayer un peu le reste de ses travaux. Et alors, entre autres, justement, qui est quand même assez intéressant, c'est que donc il comprend la lettre de Rayleigh, bon, et si bien que, parce que donc il lui fait ces mesures là que j'ai évoquées, mais donc il va construire un calculateur mécanique justement qui permet de faire l'analyse de Fourier, justement, donc l'analyse de Fourier d'une fonction, mais donc purement avec 80 roues, donc c'est une roue donc ça transforme le mouvement
de rotation en mouvement sinusoïdal, et donc qui peut ajouter 80. Bon, donc ça c'est une reconstruction qu'on peut voir à Washington de cette machine. Et il l'utilisera, il y a quand même une publication pour mesurer la périodicité justement des tâches solaires, justement. Donc il y a cette publication, et il découvre justement cette période, la période de 4 ans à partir de l'enregistrement qui a été fait, donc sur papier. Alors, les autres travaux qu'il a fait, il a eu le prix Nobel quand même, justement, donc, et il fait ce discours sur Recent Advance in Spectroscopy. Et alors, il va aussi s'intéresser, justement, puisque les réseaux commencent à se développer, justement, donc il faut des machines à graver, à tracer les réseaux, et une précision extrême de l'espacement de l'équidistance des pas, et donc il propose un contrôle interférométrique, justement, de ce contrôle, et donc il construit, justement, donc ce contrôle par interférométrie. Et puis il fait même une application à la mesure des marées terrestres, donc mettant l'interféromètre vertical, donc le mouvement d'un miroir, donc mesuré justement avec le lunaire. Bon. Et alors là, ce qui est vraiment là, un autre aspect des travaux de Michelson, enfin en dehors de la spectroscopie, c'est celui de l'application à l'imagerie. Et donc il va faire la mesure, donc il invente justement donc un autre montage d'interféromètre à 2 ondes, mais maintenant avec deux télescopes. Donc là, c'est au Mont Wilson où il y a 2 pupilles qui sont isolées, qui sont recombinées pour faire l'interféromètre stellaire. Bon. Et donc, il fait la mesure de la séparation d'une binaire. Et puis, étape suivante, ce sera la première mesure du diamètre angulaire d'une étoile, donc par cette méthode. Donc, qui a une postérité énorme, parce que ALMA, en fait, est un descendant de cette mesure de Michelson. Et alors, il est toujours intéressé par la vitesse de la lumière, et donc il entreprend justement une mesure sous vide, justement, mais il mourra avant. Enfin bon, mais la mesure qu'il a faite, justement, il a obtenu la meilleure précision qu'il y a, justement, plus ou moins 4 km par seconde. Donc voilà pour Michelson. Donc maintenant, on va passer l'étape suivante, donc une longue période où rien ne se passe, et alors. Donc l'idée d'appliquer cette relation de transformation de Fourier aux mesures faites par Michelson, donc ce n'est apparu justement donc que vraiment dans les années 50. Et alors c'était permis pour plusieurs raisons, parce que il y a le développement des premiers détecteurs infrarouges, justement. Parce que en plaques, les plaques photo existent, justement, très utilisé donc pour le visible, mais en infrarouge, donc c'est pas possible de faire donc de spectroscopie, et c'est là que va l'idée que peut-être justement avec un interféromètre on pourrait faire de la spectroscopie avec ces nouveaux détecteurs, puis en même temps on commence à pouvoir enregistrer justement donc un signal, et puis aussi bien sûr les ordinateurs, puisqu'il y aura besoin de calcul, et donc ce qui va conduire aux instruments qu'on appelle spectromètre par transformation de Fourier, ou bien FTS. Alors quel est le principe de cette spectroscopie? Donc ça donc si on a une onde monochromatique, donc voilà le signal en fonction de la différence de marge dans l'interféromètre. Donc voilà le signal qu'on obtient, qui est une simple sinusoïde qui va atténuer si en effet il y a une largeur. Bon. Alors, donc, si on introduit une variation linéaire justement de delta, eh bien, donc on obtient un signal qui est véritablement justement dépendant donc du temps. Et alors, si maintenant la source, au contraire monochromatique, est une fonction donc sigma, c'est l'unité qui a été introduite, hein, la relation c'est entre le nombre d'ondes et le temps, eh bien, chaque nombre d'ondes qui est contenu dans cette fonction est source d'une fonction circulaire propre,
Et donc en faisant varier delta donc à partir de 0, eh bien, on a la somme de toutes ces fonctions élémentaires, qu'on appelle ça l'interférogramme, et qui est mathématiquement la transformée de Fourier donc de la fonction b de sigma. Et alors, la fonction de b de sigma, eh bien, on va l'obtenir, la restituer, en appliquant à cet interférogramme enregistré, donc cette opération mathématique de transformation de Fourier, donc inverse. Donc c'est ça tout le principe de la spectroscopie de Fourier. Donc ça, c'est ce qu'on obtient, qu'on génère avec l'interféromètre. Et puis après, donc ayant enregistré I de delta, eh bien, en lui appliquant entre 0 et delta max, puisqu'on est allé jusqu'à une certaine différence de marche, eh bien, ça c'est obtenu par calcul. Donc voilà le principe de base. Bon, il y aurait des choses bien sûr à rajouter, mais ça c'est vraiment le principe de base. Donc rapidement, la relation entre interférogramme et spectre. Donc là, c'est des données bien sûr réelles. Donc voilà un interférogramme donc, que j'ai enregistré. C'est les 300 premiers points, justement, sur un interférogramme qui en fait 3250, donc échantillonné, qui part donc de différence de marge 0, où là, donc le signal maximum puisque tout est en phase. Et puis, résultat du calcul, par exemple, bon, bien sûr, ça, voilà, spectre, là, avec ça, c'est le filtre qui limite. Et là, pour cet exemple-là, ici, c'est pris justement donc une sorte de spectre que j'ai ressorti, d'ailleurs pas longtemps, parce qu'en fait, qui a toujours un intérêt, qui intéresse des étudiants sur la spectroscopie de l'atmosphère de Jupiter, des points chauds, justement. Bon. Donc voilà l'exemple de données. Alors maintenant, donc, qui a permis d'installer cette spectroscopie? Donc c'est ce que j'appelle les pionniers de la spectroscopie de Fourier. Donc le premier nom, il s'appelle Peter Feilgate, donc qui est un Anglais, et il va publier sa thèse justement en 1951. Donc c'est la théorie de la infrared sensitivity, its application to investigation of stellar radiation in the near infrared. Et donc qu'est-ce qu'il dit? C'est que justement, donc si donc ça n'existe pas encore, hein, mais enfin si on a un spectromètre qu'on basait sur un interféromètre de Michelson, donc avec ces nouvelles cellules infrarouges qui existent, qui sont lead sulfide, PBS, bon, qui sont sensibles entre 1 et 3,5 microns, eh bien on pourrait enregistrer avec un seul détecteur, et c'est un spectre complet, justement, et donc c'est ça qui est le point fondamental qu'il met en avant, parce que donc là, ça permettrait vraiment de faire de la spectroscopie. Bon. Alors que ce qui est l'autre seul moyen qui existait, ça voulait dire, c'est ce qu'on appelle monochromateur, donc on disperse, et puis avec une fente, puisqu'on a détecteur, monodétecteur, et puis il faut faire tourner le réseau, donc il faut un temps énorme pour, justement, si on veut particulièrement un spectre à haute résolution. Donc ce qui met en avant, c'est qu'un tel spectromètre présenterait un avantage énorme, ce qu'on appelle avantage multiplex, puisque avec un seul détecteur, puisque le signal se trouve codé par la transformation de Fourier, on peut avoir un spectre extrêmement large. Et alors ça s'exprime comme ça, c'est-à-dire qu'avec l'interféromètre, eh bien, pendant tout le temps de l'enregistrement, je reçois le signal, tandis que le monochromateur, si j'ai M éléments spectraux, eh bien, je ne passe qu'un temps T sur M sur un élément spectral. Donc, au point de vue, compare les rapports sur bruit, avec le même type de détecteur, même résolution, même temps d'observation, eh bien, je vais avoir justement un gain considérable qui est exprimé ici, donc, qui est racine de M, racine de fois le nombre de spectraux. Donc, plus le spectre, un grand domaine spectral, plus le gain sera considérable. Donc c'est ça qu'il met en avant. Alors, le deuxième nom à citer, français, c'est Pierre Jacquinot. Alors, c'est un nom qui est connu, justement, parce que ça a été, entre autres, un des directeurs du CNRS dans les années 60. Là. Et là, quand il est, à ce moment-là, au autre laboratoire
propre du CNRS, le laboratoire Aimé Cotton, qui était à ce moment-là situé à Meudon-Bellevue, bon. Et donc, qui est maintenant à Orsay. Et donc, mais on pratique alors il y a eu une autre étude de spectroscopie interférentielle qui se développait aussi, qui est due à deux Français, Fabry Perot, bon, connu, mais là où c'est comme un filtre accordable. Donc, donc c'est pas du tout le même principe, c'est véritablement aussi pour analyser justement avec à haute résolution. Bon. Mais c'est très utilisé dans ce laboratoire. Et lui, il fait l'analyse justement des propriétés comparées au réseau et puis au prisme du Fabry Perot comme interféromètre. Et donc, il met en avant une loi, enfin justement, donc on appelle ça l'avantage en étendu. Dans les articles maintenant en anglo-saxon, on utilise le mot français étendu. Hein, bon. Donc, qui est de cadre géométrique, enfin justement, donc entre, par exemple, c'est le produit. Si on a un télescope avec qui pointe une source, c'est le produit S oméga, oméga étant l'angle solide, et S, donc c'est ce qui est admis par un instrument d'optique, et donc eh bien, un interféromètre, Fabry-Perot ou bien un interféromètre de Michelson de la même manière, eh bien, peut admettre une étendue de faisceau beaucoup plus grande qu'un spectromètre à réseau qui, lui, demande une fente étroite. Et donc, une autre étape, c'est un colloque à Bellevue, justement, donc, organisé par ce laboratoire, où c'est là que vont apparaître les premiers travaux de spectroscopie par TF, dont en particulier celui que j'ai cité, Felget. Alors, autre nom très important, parce que donc, ce que j'ai résumé très rapidement sur les principes de spectroscopie, ce sera vraiment l'objet d'une thèse, enfin, qui est vraiment une thèse fondamentale pour méthode, parce qu'il y a bien sûr d'autres choses, comment échantillonner les données, donc sur quelle base, qu'est-ce qui détermine la résolution spectrale, ce qu'on appelle le instrumental line function, enfin bon, tout, donc c'est vraiment là qui est la base de tout la mise en œuvre, qui permet la mise en œuvre après donc l'étude théorique qui est faite dans cette thèse. Et donc, elle illustre par un premier résultat expérimental qui est un spectre du ciel nocturne, donc dans l'infrarouge. Donc, c'est vraiment le titre, donc c'est publié dans ce journal. Donc, c'est fait à l'OHP dans le domaine 1,6 micron. À cette résolution-là, c'est calculé sur des 704 IBM. Et donc voilà la publication de sa thèse, donc simplement recherche sur la spectroscopie par transformation de Fourier. Bon. Donc voilà. Alors un autre, c'est un Américain, là celui-là, c'est Larry Mertz, lui qui entend parler tout ça, donc fait lui aussi des premiers essais justement, mais lui vraiment application stellaire, hein, et lui qui voit aussi donc qu'il illustre justement l'idée de l'utiliser parce qu'il voit cet avantage en luminosité qu'a mis en avant Jacquinot. Mais alors, ce qu'il pointe aussi, lui, justement, et ça, ce qui est important, c'est qu'il voit, mais que dans les spectres qu'il obtient, justement, sur le premier étoile, hein, enfin, Bételgeuse, enfin, d'autres sources comme ça, mais qu'il y a un excès de bruit, justement, et il comprend que cet excès de bruit, en fait, il n'est pas dû au détecteur, mais qu'il est dû en fait à la turbulence atmosphérique, ce qu'on appelle en photométrie la scintillation. Parce que le flux, ben justement, alors, donc l'instrument en fait fait l'analyse de Fourier de ce bruit, qui est un bruit en 1 sur F, donc qui sera rajouté au spectre. Alors il publie ça, enfin, justement, et alors il va essayer de mettre au point une technique pour essayer de corriger ce bruit, donc il appelle balayage rapide. Alors, un autre nom, l'époux de Janine Cohn, lui s'intéresse au Fabry Perot, mais sa femme a fait sa thèse sur le spectromètre de Fourier, donc il va s'y intéresser aussi et il va en construire un au JPL. Et alors, ce qui est intéressant, qu'il va, avec sa femme, mais bon, c'est lui qui prend ça en main. Et donc, ce qu'il va introduire,
justement pour acquérir les données. Donc c'est vraiment appliquer ce qu'on appelle le théorème de Shannon, de l'échantillonnage. Et donc ça veut dire que, donc véritablement, enregistrer le minimum de données nécessaires pour pouvoir restituer après ce spectre. Donc c'est-à-dire le principe, c'est celui-ci. Ça veut dire que, donc voilà la différence de marche augmente, mais on se déplace sur un pas, donc qui est calculé, et bon, et après il y a les règles qui sont établies, qui est calculé par, en fonction du domaine spectral que l'on va couvrir, et donc rapidement, et puis là, on stationne pendant un temps tôt d'intégration, un pas suivant, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon. Et alors, ce qui est vraiment le point fondamental et qui va être très important, c'est d'optimiser la quantité de données justement à enregistrer. Alors, pendant la même période, il y a quand même en dehors de ceux que j'ai cités, il y a des essais qui sont, parce que c'est dans l'infrarouge lointain et même submillimétrique, parce qu'il y a un autre détecteur qu'on appelle la cellule de Golay, donc c'est l'ancêtre du bolomètre. Donc il y en a un qui est construit à Johns Hopkins, justement, et puis un autre qui est construit justement à Air Force Cambridge, bon, qui font, vous voyez, vers 300 microns, 1 mm, c'est vraiment les tout premiers débuts de spectroscopie dans ces domaines spectraux. Puis un autre au Bell Lab, justement, de domaine 125, 300 microns. Alors, les principales étapes suivantes, donc il y aura justement la publication de l'algorithme de Cooley-Tukey. Bon, on oublie ça, mais donc qui permet de calculer des FFT, parce qu'avant, il fallait générer les cosinus par des polynômes de Chebyshev, et donc ça prenait un temps énorme, étant donné qu'il va véritablement donc ça peut permettre de réduire considérablement le temps de calcul des TF discrètes. Et puis il y aura une publication, donc premier spectre vraiment planétaire à haute résolution, bon, par Janine et Pierre Cohn, donc avec des résolutions là maintenant déjà arrivant à 6000, plus de 6000, mais il y a encore la turbulence atmosphérique. Donc se fait un peu la même année un colloque justement sur nouvelles méthodes de spectroscopie, et là donc ils sont présentés donc deux types d'applications, donc celle qui vient de l'américain Larry Merz, puis celle qui vient de Pierre Cohn et compagnie, où là justement il est montré que grâce au pas à pas puis une autre développement qui est introduit, le bruit de turbulence est corrigé, et donc là, alors que celui de Merz, c'est des spectres appelés 200, à peu près d'ordre de grandeur, tandis que là, on passe à une étape considérable, justement, donc de passer une résolution de 10 puissance 5. Alors, personnellement, c'est là que je commence. Donc, comme je sors de l'école supérieure d'optique, donc je passe une thèse de docteur ingénieur à la fac d'Orsay, et donc je travaille sur cette méthode de correction de la turbulence par une méthode dite de modulation interne. Donc ma thèse de docteur ingénieur, c'est spectroscopie par transformation de Fourier avec premier spectre stellaire, et donc avec ces premiers spectres à très haute résolution. Et alors donc ça veut dire qu'il y a eu un débat qui a été introduit donc entre deux méthodes. Donc une à balayage rapide. Donc l'idée balayage rapide, ça veut dire que donc vous avez un signal sinusoïdal produit par l'interféromètre, donc de le faire mettre en fréquence très haute, c'est uniquement une question de vitesse de déplacement, de manière que cette fréquence soit au-dessus de la fréquence de scintillation. Bon. Donc, alors ce que ça veut dire, mais donc balayage rapide, c'est-à-dire qu'il faut coadditionner un très grand nombre d'interférogrammes pour arriver à un rapprochage surbruit suffisant. Donc ça fait des quantités de données énormes. Et là, on a une époque où on n'a pas les capacités de stockage d'informations et de moyens de calcul que l'on a. Donc ça se limite à des résolutions très basses. Tandis que justement la méthode modulation interne, l'idée c'est de moduler la différence de marche, donc interférométriquement, pareil aussi à une fréquence assez haute, de manière qu'elle soit au-dessus de la fréquence de scintillation,
Et donc on débarrasse justement l'interférogramme de toute cette partie-là par ce qu'on appelle détection synchrone. Mais comme on a enregistré juste ce qu'il fallait, donc on peut faire un seul enregistrement, justement, et donc avoir un nombre de points juste ce qu'il faut pour faire le calcul. Et donc, en même temps est arrivée la FFT, et donc, du coup, pouvoir calculer des transformations de Fourier à un très grand nombre de points. Donc, ça a été la victoire que, bon, on a obtenue. Bon, mais alors, par contre, ça a eu comme conséquence, parce que se vend, ça a des applications industrielles, les FTS. Alors, celui de Merz, bon, il y a eu des applications industrielles, enfin bon, tandis que celle que nous avons développée, bon, il y a peu de développements commerciaux, parce que c'est bien sûr un système beaucoup plus compliqué. Alors, en gros, ce que veut dire un interféromètre astronomique, ça c'est important parce que c'est toujours ce que l'on utilise, c'est-à-dire c'est plus celui de Michelson lui-même à miroir plan, mais c'est avec, alors j'ai mis pour simplifier dièdre, en fait c'est des trièdres qu'on utilise, puis il y a eu d'autres systèmes, mais enfin ça c'est le principe, mais c'est l'idée véritablement de séparer justement donc l'entrée, d'avoir séparé la sortie 1 et la sortie 2. Parce que dans l'interféromètre de Michelson des livres, eh bien, la moitié de la lumière revient vers la source. Tandis que là, on sépare les deux sorties. Donc, ce qui veut dire que, bon, voilà les signaux qu'on obtient. Et donc, on restitue, là, donc on a un signal complet qui est récupéré. Puis le terme continu, lui, est soustrait. Et puis en même temps, aussi, ce qui est important, le fond de ciel trouve annulé, par exemple en infrarouge, où il y a un fond de ciel important, il se trouve automatiquement annulé. Et puis même s'il y a une certaine, parce qu'il y a souvent des systématiques dans ces instruments, pas un déséquilibre, donc il suffit de basculer entre l'entrée 1, la source entre l'entrée 1 et l'entrée 2. Donc voilà le principe d'un interféromètre qui est toujours... Hein? Qu'est-ce que c'est que tu ne comprends pas Oui. Ben si, ben voilà. Donc voilà. Donc là, voilà la source là. Bon, donc c'est toujours le Michelson, la séparatrice. Bon, donc ça sépare donc une onde réfléchie, une onde transmise. Bon, mais là, bon, imagine avec le dièdre, ça marche aussi. Bon, donc ça revient et donc l'autre ici donc a fait ça. Donc tu as recombinaison ici, donc tu as interférence ici. Donc, mais alors tu vois bien que tu vas avoir un signal de sortie ici, un signal de sortie ici. Alors que dans le Michelson de Michelson, justement, donc où c'est un miroir plan, eh bien tu as celle qui sort ici, mais l'autre, elle revient directement vers la source. Donc c'est ça le principe. Mais alors, ça a aussi comme conséquence, par le schéma optique, par l'équilibre, c'est que tu as, du même coup, tu as une autre entrée ici, qui est exactement symétrique. Et alors l'idée, c'est que tu mets les deux entrées sur le ciel, sinon, donc tu en as une où tu as la source, et tu as en commun le fond de ciel. Bon. Donc, interférométriquement, du fait que tu rentres ici, eh bien en fait, le signal est en opposition de phase. Donc, quand tu recombines ici, enfin c'est ce que j'ai écrit dans les équations ici, eh bien le fond de ciel que j'ai appelé F, bon, eh bien donc il se trouve l'un et en plus l'autre en moins, donc il se trouve soustrait automatiquement. Alors, donc c'est pour ça que je mets le commentaire en dessous. Donc, il est soustrait parfaitement. Donc, si l'instrument est parfaitement équilibré. Bon, tu as toujours un déséquilibre. Et donc, à ce moment-là, la technique, ça consiste à faire ce qu'on dit beam switching. Bon, on passe la source d'une entrée à l'autre, bon, alternativement. Et donc, on obtient véritablement ce signal nettoyé, pur. Tu vois. Et alors, c'est les principes qui sont toujours utilisés et dont je parlerai tout à la fin dans des projets justement liés Pixie, enfin, tu vois, ces choses-là, c'est vraiment ça qui est utilisé. Bon, alors, principales étapes suivantes. Donc,
Eh bien, il y a une thèse qui est faite justement dans ce laboratoire à Mécoton, qui a été vraiment central ces développements. Là, avec un premier interféromètre avec une différence de marche de presque 2 mètres, et donc là sur des spectres moléculaires, et donc ça va amorcer une autre application très importante dans le laboratoire pour faire la spectroscopie moléculaire à haute résolution, donc basée sur, et qui est toujours très utilisée, puisque là il n'y a pas les problèmes d'intensité de source. Hein. Bon. Donc pour faire la spectroscopie à haute résolution sur les spectres de laboratoire moléculaires. Et alors, j'ai associé une publication, donc faire avec Cohen, qui est un atlas, justement dans le proche infrarouge de Vénus, Mars et Jupiter. Donc maintenant où on sait corriger l'excès de bruit de scintillation, et donc qui sont des spectres obtenus donc à 100 000 de résolution, donc ce qui est bien meilleur que ce qui existait même sur le spectre solaire. Donc ça démontre cette capacité. Et donc, fort de tout ça, donc il y aura une première conférence sur la spectroscopie par TF, donc qui aura lieu à Aspen, au centre de physique théorique, là, justement dans le Colorado, donc en mars 1970. Donc juste une petite image de cette conférence là. Alors, donc voilà les gens qui y sont, et donc votre serviteur, justement. Bon, et donc on est tous à ce moment-là, il y a l'ingénieur électronicien, mais sinon les autres on est étudiants, on est en thèse. Hein, donc c'est une sorte de commando qui est sur la spectro de Fourier. Et donc on va présenter plusieurs papiers sur la haute résolution spectrale avec un FTS, justement. Donc, vous voyez, donc, par exemple, là, sur spectro de Fourier avec un million d'échantillons. Alors, développement des FTS après 70, donc cette conférence d'Aspen, ce sera vraiment le vrai point de lancement. Et donc, et le FTS peut apparaître comme un spectromètre idéal, justement, parce que c'est applicable, ça peut être applicable de l'UV à l'infrarouge lointain. Et donc, le domaine d'un spectre, justement, avec un seul détecteur, c'est lié au filtre, donc on peut mettre tout le domaine que l'on veut. La résolution, c'est uniquement une question de différence de marche. Bon, la réponse spectrale elle-même, elle est calculée, elle est pure, c'est pas lié aux pièces optiques, c'est vraiment une fonction sinus x sur x. Puis, il y a une calibration, puisqu'il suffit de mesurer la différence de marche avec précision, donc par exemple avec une raie, après avec une raie laser, et donc il n'y a pas besoin de source de calibration, donc ça sert de source de calibration en manière absolue, puisque dans la mesure où on mesure la différence de marche après les pas, donc avec la précision justement donc de la longueur d'onde. Et puis luminosité, donc l'avantage en étendue, et puis donc ce fond parasite qui est soustrait. Donc c'est tous les avantages, donc ça paraît. Alors, si bien qu'il y a plein de groupes après qui se lancent, donc aussi à Meudon par exemple. Et alors, aux États-Unis, du coup, démarre, justement après Aspen, donc à Kitt Peak, il y aura un FTS, justement, qui est aux 4 mètres. Puis il y aura alors dans les sondes Voyager, qui s'appelait Iris. Et puis dans le KAO, le Kuiper Airborne Observatory. Bon. Et alors, et moi personnellement, j'en ai fait un en France, justement, donc où j'ai fait ma thèse à l'OHP. Donc voilà une image, justement, au foyer coudé de l'OHP, de l'instrument qui doit servir au laboratoire. Et là, c'est pour ça qu'il est à grande différence de marche pour faire du laboratoire. Mais alors, par exemple, voilà un bout de spectre de Saturne, justement. Le spectre lui-même, là, ça ce n'est vraiment qu'une toute petite fenêtre. Spectre d'une étoile, justement, M, justement, source infrarouge, donc, où on voit donc, des bandes de CO avec les isotopes, justement, qui n'étaient pas du tout encore étudiés en laboratoire. Enfin, justement, donc ça a permis, en fait, mesurer justement le spectre de CO avec beaucoup plus de précision que ce n'était connu, puisque là on a CO à haute température.
Et alors après, ben voilà, ça c'est après adapté en laboratoire, d'où là c'était à Meudon, où j'ai fait tout un certain nombre de spectres d'intérêt planétaire et d'intérêt justement pour les stellaires, donc sur CO, OH, H2O. Voilà l'exemple d'un laboratoire d'un spectre du méthane, justement, pour simuler cette atmosphère, donc à haute résolution, pour simuler cette atmosphère planétaire. Et alors, du coup, on m'a demandé la construction d'un FTS pour le télescope CFH, justement, donc c'était à ce moment-là l'INAG encore, avant l'INSU. Donc voilà le schéma optique, donc qui est donc celui décrit tout à l'heure, là, à deux, alors là, optiquement, un peu différent, mais c'est le même principe, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit des trièdres, c'est ce qu'on appelle des œils de chat, mais ça a la même propriété, donc deux entrées, deux sorties, donc mis au foyer casse-grain aussi, donc ça veut dire, au lieu d'être comme il était dans un foyer coudé, justement, donc là on a le minimum de miroirs, donc pour l'infrarouge, ça donne un gain dans luminosité. Bon. Et donc voilà cet instrument donc, au foyer du télescope CFH, et donc qui a été en opération justement jusque toute cette période-là. Et donc l'objectif majeur, c'est de faire de la haute résolution spectrale dans ce domaine, jusqu'à 5 microns 5, et donc ça a permis tout un nombre de spectroscopies, en particulier sur H2, sur toutes ces molécules d'intérêt astrophysique dans différents milieux. Alors là maintenant, bon, il manque quelques spectres, alors pris donc avec d'autres instruments qui avaient été développés, justement, donc dans cette période entre 76 et 96, et donc variété de sources, justement, donc d'atmosphère planétaire au CMB, et donc et pourquoi? Parce que l'étendue de la couverture spectrale qui est possible, hein, justement, donc la haute résolution, et puis justement même justement d'aller à des domaines très lointains comme le domaine millimétrique. Alors première, ça a été la H2 dans la nébuleuse d'Orion, hein, donc et là donc va être obtenu justement dans deux sources particulières de la nébuleuse d'Orion. C'est la source dite BN qui est une étoile massive, justement une jeune étoile massive, Young Stellar Object, bon, et puis la nébuleuse de Kleiman-Low, donc où on met en évidence pour la première fois les raies d'émission de justement quadrupolaires de H2. Donc voilà la publication. Donc en fait, on a participé à ça, mais alors ce sera vraiment le début justement, donc l'étude de la composition chimique des régions de formation stellaire. Alors une autre source qui a beaucoup occupé, c'est la source qui s'appelle IRC 10216. Alors elle avait été découverte par Eric Becklin en 69, mais alors une source justement assez étonnante parce qu'avec très brillant dans l'infrarouge et complètement obscur dans le visible, vous voyez les magnitudes, justement plus 11 et puis moins 4,5 à 5 microns. Donc il avait appelé ça Unusual Infrared Object. Et alors, donc, les observations en infrarouge, justement, avec le FTS de Kitt Peak, ben, ça permet de détecter pour la première fois C2H2 et puis le méthane. Et donc, depuis, ben, on a étudié, dans les sources, justement, très étudiées pour des molécules interstellaires, et c'est devenu un peu le prototype des étoiles carbonées évoluées, bon, qui est en phase de devenir nébuleuse planétaire. Donc voilà le genre d'image obtenue avec le HST, par exemple, dans le visible, justement, où on voit donc les pertes de masse successives de cette étoile évoluée. Alors, IRIS, justement, il est cité donc sur les sondes Voyager. Donc ça a permis, donc là, un FTS embarqué, et alors qui couvre justement, alors vous voyez aussi, c'est ça la grande propriété, donc de 4 à 55 microns. Bon, donc spectres, et donc ça a permis vraiment même spatialement de faire des spectres, et donc avec une longévité énorme, justement, bon, et donc ça a permis des tas de résultats, enfin, sur la spectroscopie d'une source comme
comme Jupiter, et qui sert maintenant aussi comme modèle avec dans les exoplanètes, justement, des tubes des Jupiter chauds. Autre aussi importante, c'est dans la comète de Halley, et là c'est avec justement celui qui était embarqué sur le KAO. Donc du coup, c'est pas l'espace, mais on a quand même un gain énorme, sachant que donc, cette détection, elle va être faite justement ici à 2 microns 7, c'est une bande complètement obscure depuis le sol, même les sites comme Mauna Kea, donc c'est complètement bloqué. Alors là, donc vous voyez, on n'est pas complètement... Il reste quand même des absorptions, mais c'est une raie très intense de la bande de raie fondamentale de la vapeur d'eau. Et donc, il y a quand même des tas de fenêtres qui passent. Et donc ça permet de mettre en évidence, parce que c'est infaisable, bien sûr, depuis le sol. Et donc, ça aura comme importance, justement, de montrer que H2O est une molécule parente, justement, pour les comètes. Il y aura aussi une recherche du méthane, parce que c'est la même question, même avec le méthane. Alors maintenant, sur le CMB, c'est un FTS, donc c'était à bord de Kobe, donc c'était l'instrument FIRAS, donc qui a permis, là aussi, par cette couverture spectrale très large, bien, de vraiment déterminer avec précision que le spectre du corps noir cosmologique, donc était que ce spectre c'est celui d'un corps noir, justement, et donc d'en donner cette mesure. Donc la partie avec FIRA, c'est tout ça, donc, qui a été prolongé après. Donc c'est un interféromètre. Donc là, vous voyez, on retrouve toujours le schéma que j'ai donné tout à l'heure, hein, avec entrée. Et puis c'est un corps noir qui est sur une des entrées, et donc en ajustant sur l'autre entrée, donc là en ajustant la température, donc pour équilibrer celle du corps noir cosmologique. Et alors, autre question, ça a été sur Jupiter, justement, les aurores de Jupiter qui avaient été détectées justement par un spectromètre UV, mais donc l'idée à ce moment-là, c'est de dire donc ça doit être dû à H2 qui est dans l'ultraviolet, donc de voir H2 dans l'infrarouge. Et là, donc, ça, j'ai participé directement à ça. Et donc, pareil, la même grande couverture spectrale, et donc pour rechercher les raies de H2, et on découvre par surprise, et ça, c'est vraiment le genre de chose qui est assez excitante quand on vit cela, donc des tas de raies, tout un nombre de raies inconnues qui se trouvaient dans la même bande spectrale, et qui se révélera être le spectre, justement, de l'ion H3+. Dont il y a ici le schéma de cet ion moléculaire, qui est obtenu par cette réaction. Et alors, donc, ça donne un papier dans Nature, et alors du coup j'ai dit, c'est identifié comme étant la première harmonique, donc ça veut dire qu'il doit y avoir le fondamental, donc c'est un spectre que j'ai pris, qui est là, donc qui est assez étonnant, parce que voyez, on n'a que ces raies d'émission, parce qu'il se trouve que le H3+ se forme dans la très haute atmosphère. L'atmosphère plus basse de Jupiter est une grande composition de méthane qui bloque complètement dans ce domaine-là la lumière solaire, donc la planète est sombre complètement. Et donc les raies d'émission, là, vous voyez, il n'y a pratiquement rien, le continuum est extrêmement faible, donc on a un spectre justement qu'on pourrait espérer avoir en laboratoire, mais que justement donc on a obtenu pour la première fois sur le ciel et qu'on ne connaissait pas du tout en laboratoire, d'où ça a donné ce papier, donc justement sur la bande fondamentale de H3+. Alors, et en même temps, cet ion, il est extrêmement important dans la chimie du milieu interstellaire, hein, parce que depuis, on l'a trouvé justement
dans les régions H2, dans le centre galactique, justement. Donc beaucoup des molécules interstellaires, justement, les interstellaires, en fait, sont à la base H2, H3+, plus CO, dans HCO+, enfin bon, toutes ces molécules, toute cette chimie. Puis un dernier, c'est le spectre solaire, donc obtenu par un autre interféromètre mis sur la sonde spatiale, donc a permis, donc là aussi, une couverture justement de 2 à 16 microns, et donc de voir des raies solaires très, très fines, et donc bon, la publication, et ça a eu entre autres, c'est ça qui est la base actuellement des abondances solaires qui ont été révisées à partir de ce spectre. Alors, déclin, donc justement, pourquoi il y aura un déclin qui s'introduit? Eh bien, c'est parce que tout l'avantage qu'il y avait à l'origine, qui avait été pointé par Felget, eh bien, c'était fait que les détecteurs infrarouges de l'époque, bon, ils étaient quand même très bruyants. Donc, ça veut dire que le bruit de photons était dominé par le bruit même des détecteurs. Quand le bruit de détecteur baisse de plus en plus, eh bien, le bruit de photons va apparaître. Et alors, à ce moment-là, le fait d'avoir un très grand domaine spectral devient un désavantage, puisqu'il est d'autant plus important que le domaine spectral est grand. Donc, du coup, la situation se retourne. Et alors, tant que le seul instrument de comparaison est le monochromateur, en fait, on peut montrer que c'est équivalent. Et en plus, on a quand même les autres avantages qui demeurent, mais au point de vue sensibilité, c'est équivalent. Mais comme vous savez, à partir des années, pour ça, 95 à peu près, vont commencer à apparaître les mosaïques de détecteurs infrarouges. Et donc, à ce moment-là, on est dans la même situation qu'avec plaque photographique. Donc, du coup, ça renverse la situation. Et donc, du coup, on a une relation complètement inverse de celle que j'avais montrée au départ. Donc, un désavantage d'un facteur racine de m, nombre d'éléments spectraux, d'autant plus que le domaine spectral est large. Et alors en astronomie, justement où les sources en général sont faibles, eh bien, donc c'est vraiment un désavantage. Donc du coup, ça n'a plus d'intérêt. En laboratoire, on peut toujours utiliser, il n'y a pas ce problème-là, mais c'est plus acceptable. Donc c'est un déclin. Mais alors, ça va permettre, donc là je vais essayer de faire cette conversion, donc d'utiliser justement donc, les mosaïques pour justement du coup mettre, puisque en fait, si on voit le schéma optique, eh bien l'entrée, le champ d'entrée, on peut l'imager sur une mosaïque. Donc de faire à ce moment-là un FTS qui va s'appeler un FTF imageur. Et alors, donc du coup, en parallèle, on va obtenir, si on a N2 pixels, N2 spectres. Et donc, on obtient alors quelque chose qui s'est développé aussi en même temps, ce qu'on appelle la spectroscopie intégrale de champ. Bon, il y a eu toute une spectroscopie stellaire ponctuelle, donc là, qui n'a pas besoin, mais maintenant, il y a tout un intérêt de faire la spectroscopie sur un champ, et donc ça permet, donc c'est un instrument du coup qui peut permettre ça. Donc le principe, donc ça veut dire que à chaque donc l'interféromètre et donc le champ qui est imagé sur un détecteur, et donc échantillonnage de la même manière, mais on prend une image à chaque fois, donc on construit le cube, et puis après de ce cube, on va extraire à chaque pixel l'interférogramme, le transformer, donc on obtient un cube de spectre. Et donc on peut avoir, bon alors ça c'est le genre d'étude que j'ai faite justement sur les limitations de ce gain et quelle est sa valeur, mais donc on a donc montré qu'on peut associer à la fois grand champ et haute résolution spectrale. Donc cette publication. Et alors, donc mettre en œuvre justement au CFH. Bon. Et comme celui que j'avais installé au CFH fonctionnait déjà en pas à pas, donc il est facilement de le transformer en imageur. Et donc, alors bien sûr, il a un champ modeste parce que c'était pas prévu à l'origine. Bon. Mais du coup, ça permet quand même d'entreprendre des programmes scientifiques sur des sources, justement, tout un nombre de sources
qui sont essentiellement à raie d'émission et à haute résolution. Et alors, je vais juste en illustrer un, qui est une nébuleuse planétaire jeune, appelée 10-70-27. Donc voilà par exemple le spectre pris sur un pixel, donc on voit à la fois rais de H2, mais aussi donc des raies ionisées. Et donc on peut là faire l'image purement dans la raie de H2, qui est ici. Bon. Et donc on peut même s'amuser justement ici, la montrer être en 3D en disant, puisqu'on a la vitesse en même temps qu'on a la largeur, que c'est la troisième dimension, donc qui donne, on peut même s'amuser à couper pour voir l'intérieur, voir l'épaisseur justement donc de l'enveloppe. Alors, donc conclure, donc les niches qui demeurent maintenant pour le FTS en astronomie. Bien, donc alors le FTSI majeur, là que je viens de signaler, parce que bon, alors ça va donner un instrument qui a été mis récemment en service au CFH, justement, donc qui est appelé CITEL, donc qui est donc dans le visible, justement. Et puis alors aussi pour l'infrarouge lointain, parce que comme vous savez, au-delà en gros de 250 microns, on ne sait plus faire de réseau, enfin donc c'est le moyen qui permet de faire de la spectroscopie, donc à la fois source individuelle et en imagerie, spectro-imagerie, donc qui est complément, parce que sinon il y a les méthodes hétérodynes, bien évidemment, qui sont développées, mais là, donc du coup, sur des grandes spectrales, donc on va avoir un grand balayage aussi, justement, sur un grand domaine. Et donc ça donnera justement un télescope spatial Herschel, donc appelé SPAER, un instrument au sol avec la caméra Scuba et puis donc sur le GCMT. Et puis alors donc je vais évoquer pour conclure un projet qui est vraiment en cours là pour le CMB sur lequel on vient de commencer à travailler. Alors j'évoque CITEL rapidement. Donc c'est un projet donc que j'ai contribué à initier. Donc mais le PI bon ça a été parce que ça a été construit au Québec. Donc les mêmes principaux paramètres, alors vous voyez, c'est d'obtenir la spectroscopie intégrale donc sur un champ de 11 minutes sur 11 minutes. On avait même début 15 minutes, enfin bon, après c'est une question de moyens, on pourrait concevoir à 1 degré, et éventuellement après c'est une question de moyens plutôt. Hein. Bon. Mais donc pour le visible avec des caméras CCD, donc ça veut dire sur tout le champ, on a à peu près 1 million de spectres. Alors, il y a un instrument concurrent, enfin, mais dont je ne dis pas, mais ce qui s'appelle MUSE sur le VLT, donc qui est aussi dans le même domaine visible, qui a à peu près la même résolution. Mais pour faire ça, eh bien, pour un champ de 1 minute sur 1 minute, c'est 24 spectrographes à réseau en parallèle. Donc c'est un monstre absolument énorme par rapport l'un par rapport à l'autre. Tandis que voilà à quoi ressemble CITEL, justement, donc au foyer du télescope CFH, donc qui est là, voilà les deux caméras bon, pour les deux sorties. Juste une illustration d'une image, bon, justement avec quelques specs. C'est le bien connu le Stephan Quintet, et donc voilà justement quelques exemples de spectres. Donc vous voyez, vous avez 1 million de spectres, ça est très différent, donc sur les sources, sur tout le champ. Donc vous voyez la variété de spectres que vous pouvez avoir, donc quantité d'informations absolument considérable. Alors, citer SPAER, donc Herschel, donc ça a été aussi, donc lui, pour le domaine justement donc de l'infrarouge moyen, et donc donnant par exemple ce genre de spectre dans la barre d'Orion. Donc vous voyez toujours la grande couverture spectrale justement qui a été obtenue, donc entre 200 et 700 microns. Ça a donné par exemple aussi des nouvelles types de galaxies à d'émission de H2. Enfin bon, et alors là, un projet qui m'occupe récemment, donc
a été lancé justement par le groupe de Goddard, justement un projet justement reprenant le FIRAS, l'idée de FIRAS justement donc, qui avait été sur Kobe. Mais là, maintenant, ce qui est la quête, le Graal pour le domaine du CMB, c'est la détection détection des modes B, donc la polarisation. Et là, donc, utiliser un FTS pour ça, donc à polarisation, où là, du fait des... Donc, on a deux entrées, pareil, comme j'ai dit le schéma, et donc, on va soustraire tout ce qui est non polarisé et il ne va rester que ce qui est polarisé. Donc, c'est ça l'idée de base, justement. Donc c'est interféromètre à polarisation à deux entrées qui pointent dans la même direction, donc dérivé de Kobe. Donc, deux bolomètres, un sensible à la polarisation. Donc, et l'idée, là, c'est de couvrir le domaine de 10 gigas à 6 THz, donc avec un champ de 2,6 degrés sur le ciel. Donc, l'ensemble est refroidi à température du corps noir cosmologique, placé en L2. Donc, ça a été soumis à la NASA tout récemment, en décembre 2016, avec justement, donc j'ai essayé de convaincre qu'il y avait un intérêt quand même sur une solution au lieu des autres qui sont photométriques purement type Planck, mais là donc de manière spectroscopique. Mais malheureusement, la réponse a été négative. Donc du coup, ça a engagé une discussion sur la suite à donner, alors qui est toute récente, puisque c'était au mois de novembre, là. Bon. Et donc, essayer de proposer que pourraient être les paramètres d'un successeur, avec le nom là, Pristine, puisque ça a quelque chose de... puisque vu le sujet, et avec l'idée que ça puisse être la base d'une mission ESA, soumise à l'ESA, type FAST. Et alors, donc c'est dérivé du concept de Pixie, mais avec télescope juste un peu plus petit, mais alors du coup, d'en faire, non pas donc pour obtenir un gain, donc d'en faire justement un FTS imageur, donc plusieurs détecteurs, donc pour gagner ce fait en même temps, d'observer un champ plus grand. Et alors, donc aussi d'optimiser le domaine spectral, parce que là, ils avaient pris l'idée qu'il peut se concevoir un domaine spectral extrêmement étendu pour l'idée de mieux contraindre les avant-plans, jusqu'où il faut aller, parce que, justement, j'ai évoqué le désavantage multiplex, donc il existe là aussi, et donc très grand domaine, c'est aussi une source de bruit plus, donc contraindre, donc il y a un débat à avoir sur quel est le domaine optimum pour meilleure sensibilité, mais aussi quand même pouvoir contraindre en effet les avant-plans. Donc, alors par ailleurs, il y a la question aussi de résolution spatiale qui est liée bien sûr au diamètre des télescopes, mais sinon, donc c'est ça, donc essayer d'éviter le pic à 2 microns là, de l'émission des poussières. Et donc qui donnerait, vraiment ce schéma, justement, donc quelque chose qui pourrait être un instrument. J'ai fini, tu sais. Et là, en conclusion, donc, voilà, comme prologue, ce que je veux montrer comme image, ou plutôt pas prologue, je veux dire comme épilogue, c'est cette image, une vue aérienne, que vous connaissez, du site de Virgo avancé. Donc, bien sûr, maintenant qu'avec LIGO, c'est donc pour les détecteurs gravitationnels. Mais ce que je veux vraiment montrer, c'est que c'est en fait le schéma de Michelson 2881. C'est véritablement ça. Le droit, exactement. Et la même démarche il a commencé avec 1 mètre, puis après, il a mis 11 mètres. Alors là, on a bien sûr passé une étape qui est complètement plus grande, parce que c'est à peu près équivalent, justement, en ayant mis dans les bras des étalons Fabry-Perot, donc c'est à peu près équivalent comme 65 km, enfin, donc mais c'est rigoureusement la même démarche, quoi.
Et c'est ça que... Et donc j'avoue que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, la fécondité de ce concept. Voilà.